Bonjour Stéphanie et merci d'accepter de partager ton expérience en tant qu'expatriée et chef d'entreprise. Merci à toi, Elsa. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Oui, alors je suis née au Danemark, je suis danoise de nationalité et j'ai fait une formation de modéliste pour après partir à Londres pour continuer une formation. À cette époque, il n'y en avait pas plus développé dans la mode autre que les formations techniques, c'est-à-dire design, modélisme et tout ça. Et du coup, je suis partie à Londres faire un bachelor en quelque chose qui s'appelle Fashion Promotion, qui est beaucoup autour de tout ce qui est image de la mode, communication, marketing, mais tout ce qui est ou événementiel. Et de là, j'ai eu un stage à Hyères, festival de Hyères, festival de mode et de photographie à Hyères, pour après me retrouver à être embauchée par la Fédération de la haute couture et de la mode. Je fais ça un peu rapide. Et après, j'ai fait une formation de chef de projet pour après lancer mon propre entreprise avec une associée avec qui j'avais fait la formation, Adjoa Tudor. Et on a créé du coup notre entreprise de consulting Mandari Agency. Qu'est-ce que vous faites exactement avec l'agence? Alors, nous, on a créé une agence. Moi, j'avais longtemps travaillé forcément dans la mode. J'avais travaillé pour plusieurs marques. Et je voyais, surtout à la Fédération de la haute couture, où j'ai aidé les jeunes entreprises dans leur développement et leur développement à l'étranger. Je voyais que, bien sûr, l'étranger était vachement important, mais l'étranger, plus que la France à cette époque, demandait que l'entreprise a une transparence avec la production. Et ces entreprises n'ont pas, dans la mode, en fait, la transparence, c'est vraiment pas construit comme ça. Du coup, quand on a commencé, on va dire, à exporter tout ce qui est production dans les pays, surtout de l'Asie, on a perdu un peu le fil avec la production. C'est-à-dire les entreprises n'étaient pas en contact direct avec la production. Ils ont trouvé des agents, ils ont trouvé des intermédiaires qui s'occupaient de ça. Et en fait, la transparence a été complètement perdue. Et du coup, quand le consommateur a demandé certains où était produit, est-ce que ça a été produit par des personnes qui ont été payées correctement, les entreprises n'étaient pas capables de répondre. Et je voyais déjà ça à la fédération qui avait ce besoin. Et avec Adjoa, ça faisait longtemps qu'on voulait aussi parler de toute la partie sociale de l'entreprise, la représentation de la femme. Juste entre Adjoa et moi, on est différentes, non seulement au niveau de personnalité, mais aussi physiquement. Et du coup, on ne se retrouvait pas vraiment dans, peut-être plus moi, je me retrouvais plus dans les images, mais Adjoa un peu moins. Et on voyait un vrai problème avec ça. Et du coup, on a voulu créer notre propre entreprise. Et du coup, on accompagne des marques de mode dans leur transition écologique. C'est-à-dire d'ouvrir, on a 3 phases. On fait une partie stratégique, définir quels sont les objectifs, mais aussi comment on va les mesurer. Il y a une partie que moi, je trouve le plus important et le plus intéressante, c'est la partie interne. C'est comment ces objectifs se transforment en actions réelles, comment chaque personne est inclue là-dedans, parce que ce qui arrive beaucoup dans les entreprises, c'est que le directeur, le CEO a décidé quels sont les objectifs, il transmet ça au styliste de chef, ou celle qui s'occupe vraiment de gérer tout le design. Et après, par la suite, hormis un peu le marketing, sinon personne n'est au courant de ce qui se passe. Et du coup, nous, on travaille vraiment, ça fait vraiment partie de notre entreprise, c'est de dire que c'est vachement important pour une transition comme ça, mais aussi pour le sujet, que chaque personne est au courant
et que pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ce changement, qu'est-ce que ça apporte à la nature et aussi aux humains avec qui on travaille. Et ça donne un plaisir pour les employés de savoir que l'entreprise pour laquelle ils travaillent ont un vrai responsabilité et prennent en charge du coup le bien-être de tout le monde, pas seulement ceux qui vivent au travail en Europe. Et après la dernière partie, forcément le marketing et de la communication. Il y a énormément de greenwashing, comme on appelle, qui est une sorte de fausse marketing où on met en avant des choses qui n'est pas vrai. Et ça existe beaucoup dans la mode parce que peu de gens savent ce que c'est une textile durable ou qu'est-ce que c'est une production responsable. Oui, parce que je crois que la mode, c'est assez polluant comme. C'est extrêmement polluant. C'est souvent nommé comme la deuxième industrie la plus polluante après le pétrole. En réalité, même ça, c'est du greenwashing parce qu'on n'a pas ces chiffres-là. La mode touche énormément d'industries, c'est-à-dire c'est une industrie d'agriculture parce que le coton, le lin, la laine, c'est de l'agriculture. Pour créer une tissu. À partir de là, il faut aussi les transporter. Du coup, souvent, c'est produit à l'autre bout du monde. Un t-shirt ou un jean, avant d'arriver en France, peut avoir fait 4 fois le tour du monde. Parce qu'un bouton est moins cher là, et du coup, mais bon, c'est moins cher de mettre le zip ailleurs. Et finalement, on coud en Inde, mais le coton, il vient de Ouzbékistan, mais on le produit en Chine. Mais on le teint à Bangladesh et du coup ça fait vraiment le tour comme ça qui est parce que les produits sont pas chers possible de le faire quand ça se fait dans des grosses quantités. Et après il y a tout le packaging, chaque vêtement individuel est enveloppé dans du plastique qui n'est pas recyclable. Et après, c'est arrivé chez le consommateur, on le met aussi dans un petit paquet ou dans un sac en plastique en plus. Et après, c'est pas recyclé. On recycle autour de 1% de tous les textiles qui existent dans le monde. Et on produit autour de 250-300 millions de tonnes de vêtements par an. Et autour de 30% est jamais utilisé, jamais vendu. C'est énorme. Hein. C'est énorme. C'est énorme. C'est une industrie qui est peu connue pour ça aussi. Il y a beaucoup de lobbying aussi parce que c'est des chiffres énormes. C'est le plus grand, ou le deuxième, je ne me souviens plus grand employeur en France. Du coup, la politique en parle peu parce qu'ils savent que c'est un sujet qui fâche. Mais ouais, la mode, c'est un énorme sujet, mais qui pollue beaucoup et qu'on a vraiment besoin de réduire à des quantités considérables et ça demande un changement des marques, mais aussi de politique, de consommateurs et aussi des pays dans lesquels on les a rendus dépendants
de notre production. Il y a du Donc, boulot. ouais. Et du coup, c'est vraiment un métier enfin, vous avez choisi de le faire à votre compte parce que c'est vraiment quelque chose en quoi vous croyez. Oui, moi j'ai toujours travaillé dans la mode. Moi j'avais une grand-mère qui a fait la teinture naturelle. Moi j'ai toujours tricoté ou fait la couture à la maison. Ma mère était une personne que s'il y avait un trou ou qu'il y avait un problème avec un vêtement, ben, on le transformait en autre chose. Et plus tard, même quand j'étais au lycée, ben, je prenais des vieux chemises de mon père et je les ai changées en autre chose. Aujourd'hui, on appelle ça du upcycling. À l'époque, je le faisais juste parce que c'était ce que j'avais chez moi et c'était la possibilité que j'avais pour avoir des nouveaux fringues. Pour Adjoa, elle est rentrée dans la mode plus tard, mais pour le coup, personnellement, elle a toujours été très intéressée par la mode. Et étant une femme black, je pense surtout que son intérêt personnel pour le shopping a beaucoup changé avec le temps. Elle se retrouvait plus du tout représentée bien par les marques. Elle se voyait, elle n'est pas dans les images, elle ne voyait pas le physique ou son corps représenté. Et quand elle a eu une fille, je pense encore plus, ça a accentué que aussi pour les petites filles, ben, en fait, il n'y en a pas de produits spécifiques pour des femmes black. Et je pense que ça l'a motivée, elle avait déjà travaillé aussi dans le marketing, mais ça l'a motivée aussi pour toute cette partie de mode durable. Elle connaissait peut-être moins le côté production, le côté des fibres, les spécificités de chaque le chimie que ça demande. En revanche, elle était spécialisée dans tout ce qui est marketing et le social, et c'est surtout cette partie-là qu'elle s'en occupe. Mais ouais, on est passionné et c'est ça qui peut être frustrant aussi de temps en temps. On a envie que les entreprises s'engagent et changent tout, mais forcément, les choses prennent du temps et en tant que consultante, il faut le mesurer, il ne faut pas être une activiste. On est là pour faire du conseil. Comme des petites graines. Oui, exactement. Essayer de faire comprendre qu'il y a des choses à faire et ça, ils ont beaucoup de volonté de le faire. Du coup, ça, c'est vraiment chouette. Puis il y a le côté aussi en tant que client, c'est aussi les clients qui influencent quelque part le mode de fonctionnement des entreprises. Parce qu'à demander toujours cher. Bien sûr, de plus en plus que le consommateur demande certaines choses, critique les marques. Il y a des applications comme Clear Fashion qui essayent notamment ça, c'est-à-dire eux, ils donnent une sorte de score aux marques par rapport à différents sujets. Et du coup, le consommateur peut aller commenter en disant mais ça c'est horrible, ou il y a des blogueurs qui ont parlé des marques qui ne prennent pas d'engagement. En revanche, malheureusement, c'est pas toujours très juste. C'est vu qu'il y a très peu de transparence, on peut de temps en temps saluer ou célébrer des marques qui font quelque chose, mais qui au fond, c'est vraiment du greenwashing. Quand H&M fait une ligne conscious ou tout ce qu'il met en avant, c'est aussi parce qu'ils ont des budgets énormes de marketing. Mais derrière, ils produisent quand même à un prix vraiment forcé parce que quand ils produisent dans des quantités énormes comme ça, ils sont capables de prendre des usines entières juste pour eux. Et du coup, eux, ils mettent le prix parce qu'il n'y a pas de concurrence. Du coup, si eux veulent que les femmes produisent leurs produits ou de travail 14 heures par jour pour un salaire de même pas 1 euro, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est comme ça. Et ces femmes-là n'ont pas vraiment le choix de partir parce que c'est pas mieux ailleurs et parce que ils ont besoin aussi de nourrir leurs enfants et de ramener de l'argent à la maison. Du coup, c'est une sorte de esclavage moderne qui existe. Et ça, je pense que le consommateur, avec des documentaires, avec de plus en plus d'informations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, commence à se rendre compte
que c'est pas normal qu'un vêtement est moins cher qu'un café chez Starbucks. Cette comparaison est pas normale. Et que c'est une industrie de femmes, c'est une industrie créée par des hommes en règle générale, mais 90% des travailleurs, ce sont des femmes et des enfants. Surtout les consommateurs femmes se rendent compte de ça aussi. Ils veulent un changement, veulent comprendre aussi tout aussi le fait que le coton bio prenne de plus en plus de place, avec des désastres qu'on a entre le Rana Plaza qui a écroulé cette usine au Bangladesh, où il y a eu beaucoup de morts, et l'Amazonie qui a brûlé. On se rend compte que c'est beaucoup à voir avec l'agriculture des textiles. Ben, ça commence à rentrer aussi directement chez le consommateur. Mais c'est encore difficile de comprendre ce jungle de marques. Et du coup, je pense que c'est encore difficile pour le consommateur. Oh, ben c'est comme tout changement, c'est avec le temps que ça vient. Oui, c'est une éducation. On n'a plus du tout d'éducation à l'école sur coudre, par exemple. La plupart des gens ne savent pas remettre un bouton dans une chemise. Et c'est des choses comme ça aussi, c'est d'apprendre en fait la valeur du travail du textile. Et ça, ouais, ça c'est vachement important. Cette valeur de la mode est quelque chose pour lequel j'y crois beaucoup. C'est vrai que je pense que de ce que je connais un petit peu de la culture danoise, vous êtes peut-être un peu plus conscient ou éduqué dès l'enfance sur l'impact comment je pourrais dire ça, sur le côté, tout ce qui est sociétal, la place de l'individu, tout ce qu'on a comme impact au sein de la société. Oui, on est, je pense, un pays qui fonctionne vraiment sur la société, c'est-à-dire tout ce qu'on fait impacte les autres. Du coup, on a créé un système qui peut être vu, en tout cas de l'extérieur, comme si on paye beaucoup d'impôts. On paye très facilement 60% d'impôts, qui peut être direct, d'impôts directs, ce qui peut être vu comme vraiment un peu choquant. Mais je pense qu'on le voit très facilement que c'est reversé dans la société, c'est-à-dire tout ce qui est éducation, même université et école privée, c'est gratuit pour tout le monde. On a même un salaire pendant 7 ans pour faire des études supérieures. Tout ce qui est bien sûr hôpital, médecin, c'est gratuit. Et je pense que c'est un système qui fonctionne très très bien, mais qui est dépendant que tout le monde participe. C'est-à-dire que dès qu'on commence à gagner de l'argent, même si on gagne un SMIC, ben, on paye quand même des impôts. On ne peut jamais être exonéré d'impôts au Danemark. Et c'est cette idée de créer une mentalité que peu importe ce que tu gagnes, tu dois quand même renverser à la société. Et même si tu es au chômage, tu es versé bien sûr un salaire comme un équivalent de Pôle emploi. Mais avec ça, quand tu le reçois, tu dois quand même toi-même payer des impôts. Du coup, il y a toute cette idée de reverser à la société que je pense arrive dès qu'on est très jeune. Et notre système éducatif pour les enfants est beaucoup créé autour de projets, où tu es toujours obligé de collaborer avec les autres. Et tu es que aussi fort que ton groupe. Du coup, il y a peu de... comment dire, on ne prône pas vraiment l'individualisme. On ne veut pas que quelqu'un devienne le plus riche ou le plus grand. C'est même un problème, hein, c'est qu'on appelle ça le Jan de l'or. C'est même une sorte de loi qui n'est pas une loi écrite dans la Constitution, mais il ne faut pas que tu montres que tu es meilleur que les autres. Et du coup, ça a créé, je pense que du coup, tout ce qui est durable aussi, parce que nous, on est un des pays qui, avec le réchauffement climatique, qui est le plus touché. Parce qu'on est un pays qui est très plat, on a de l'eau partout, et en fait, avec le montée des eaux, le Danemark risque de disparaître. Du coup, je pense qu'il y a une conscience avec ça.
qui fait que l'écologie et tout ce qui est aussi mode durable a eu plus de facilité à être accepté. On est aussi un pays très riche et ça aide aussi de faire envers les gens. Il y a aussi des problèmes, c'est pas pour ça, mais il y a une manière de vivre qui est beaucoup plus proche des gens. On sort plus, il y a plus de facilité de parler avec des gens qu'on ne connaît pas, que j'avais en tout cas la sensation qu'au Danemark, on était plus fermé, on sort moins, c'est très cher d'aller au restaurant, et aussi parce que l'hiver est long. Et du coup, ouais, je cherchais du soleil et aussi le soleil dans le cœur des gens. Et j'ai trouvé ça dans les pays latins, la France, l'Italie, l'Espagne. C'est joli ça. Et du coup, tu étais très contente d'avoir pu vivre comme ça à l'étranger? Oui, non, mais c'est excellent. Après, moi, je suis déjà, nous, on est déjà une famille du monde entier. Je vis avec un Vénézuélien qui est moitié chilien et qui a grandi entre la France et Lisbonne et l'Amérique latine. Et je viens des grands-parents qui étaient des nomades. En fait, mes grands-parents de côté de ma mère avaient une petite voiture qui s'avait transformée en sorte de camping-car, mais vraiment fait à l'arrache. Et ils partaient 6 mois dans l'année découvrir le monde. Et je pense que j'ai attrapé ce virus. Et du coup, nous, on a eu de la chance que moi, je suis indépendante, que mon mec est écrivain. Et en fait, on peut vivre un peu partout. Et d'aller découvrir d'autres pays, qu'on aime le pays ou pas, en fait. C'est toujours super intéressant de comprendre le fonctionnement d'un autre pays. Même à l'intérieur de l'Europe, moi, je pensais que quand j'ai parti en France, que ça fonctionnait exactement comme le Danemark. Même, je voyais bien qu'il y avait une autre manière de vivre. Mais c'est aussi tout ce qui est administratif, tout ce qui est fonctionnement, c'est complètement différent. Et là, on vit en Allemagne et c'est encore complètement différent. On a vécu un temps en Italie, à Londres, et à chaque fois, on découvre une autre manière d'être, une autre manière de vivre. Et ça, c'est très intéressant. Ça donne une ouverture, je pense, envers les gens et on juge peut-être un peu moins les gens en se disant ah ouais, ok, ouais, je comprends. Si tu viens de là, c'est différent. J'ai beaucoup appris aussi sur l'Amérique latine, sur la manière de vivre, les problèmes qui sont là-bas, mais aussi ouais, la beauté. Pour le coup, eux, ils sont le soleil beaucoup dans le cœur. C'est des gens extrêmement chaleureux et voilà. Et aussi dans ma société, Adjoa et moi, on n'est pas du tout de la même culture. Elle a un côté, elle est moitié camerounaise et guadeloupéenne. Du coup, elle a aussi le côté africaine, mais aussi les côtés des îles.
Et du coup, culturellement, je trouve ça très intéressant. Merci. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des femmes qui voudraient soit se mettre à leur compte, soit partir à l'étranger? Les deux. Oui, les deux. Alors, pour les gens qui veulent se mettre à leur compte, je dirais de se faire accompagner. Pas forcément de prendre une formation, mais trouve des gens qui ont déjà fait le parcours. Moi, je sais que toutes les femmes que je connaisse qui ont créé leur entreprise sont ravies d'aider d'autres femmes, de donner des conseils. Et il y a vraiment des conseils à prendre pour faciliter certaines choses. Et de bien voir tout ce qui est partie finance. C'est vachement important de le comprendre, et c'est pour la plupart des gens la partie un peu chiante, mais c'est vachement important de le comprendre et pas de se retrouver tout à coup piégé par quelque chose qu'on a oublié. Du coup, cette partie est vachement importante, mais aussi de se faire accompagner. Il y a plein de groupes de femmes d'entrepreneurs on peut participer, on peut avoir des conseils, on peut poser des questions. Et ça, je trouve que c'est très enrichissant. Pour les gens qui veulent partir à l'étranger, c'est de se préparer un peu, de savoir, on va comprendre un peu tout ce qui est le côté administratif, parce qu'une fois sur place, il y a tellement de choses, mais c'est surtout de juste partir. C'est vraiment pas compliqué, surtout à l'intérieur de l'Europe. Les choses sont vraiment faites pour. Et même dans le monde, c'est une expérience incroyable de faire ça. Merci. De rien.